Octobre, l'an 732. Sur les plaines froides de Poitiers, les cavaliers s'élancent dans la brume du matin. Face à eux, des milliers d'hommes venus du sud. Aguerris, sûrs de leur victoire. Mais ce jour-là, un chef franc, inconnu du monde antique, va arrêter leur marche. Un homme que l'histoire surnommera plus tard le marteau. Quand on évoque Charles Martel, on pense souvent à une seule chose, Poitiers, la bataille mythique où il aurait sauvé l'Europe chrétienne de l'invasion musulmane. Mais derrière cette légende se cache une histoire bien plus complexe et plus humaine. Charles Martel n'était pas un roi. Il n'avait ni couronne, ni trône. Il était le fils illégitime d'un puissant seigneur. Rejeté, emprisonné, trahi, et pourtant, c'est lui qui, par la force des armes et de la politique, a bâti les fondations du futur empire de Charlemagne. L'homme qui transforma un royaume en ruine en une puissance redoutée. Mais qui était réellement cet homme que les chroniques ont presque effacé derrière son descendant glorieux? Comment un bâtard sans titre a-t-il dompté les rois, les nobles et le peuple? Et surtout, pourquoi il refusa-t-il sa couronne alors qu'elle était à portée de main? C'est l'histoire d'un chef sans trône, d'un roi sans couronne, d'un homme dont le marteau frappa bien plus que le champ de bataille. Il forgea l'avenir de l'Occident. Avant de devenir le marteau de l'histoire, Charles Martel a grandi dans un monde en déclin, celui des rois feignants et des royaumes divisés. Pour comprendre son ascension, il faut d'abord remonter le temps. Lorsque Charles Martel vient au monde, vers l'an 688, l'Europe occidentale n'est plus qu'un champ de ruines. Et l'ancien empire s'est morcelé en mosaïque de royaumes, un monde sans empereur, sans unité, sans paix. Au nord, les Francs, peuple guerrier, qui ont bâti leur royaume sur les décombres de Rome. Mais leur gloire s'étiole. Les rois mérovingiens, descendants de Clovis, ne sont plus qu'une figure d'apparat. On les appelle les rois feignants. Ils portent la couronne, mais d'autres détiennent la puissance. Le véritable pouvoir est entre les mains des maires du palais, des administrateurs, des chefs militaires, des régents sans titre royal, des hommes qui, dans l'ombre du trône, gouvernent à la place du roi. Et parmi ces maires du palais, une famille se distingue, celle des Pipinides. Pépin de Landenne, puis son petit-fils Pépin de Herstal, ont partiellement construit un réseau d'alliances, de fidélité et de victoire. Ils tiennent l'Austrasie, cette partie orientale du royaume franc, centrée sur la vallée de la Meuse et du Rhin. Une région rude, guerrière, où se forment les élites militaires du royaume. C'est là, au cœur de ces terres, que naîtra Charles Martel. Mais pendant que la France s'entre-déchire, le monde change, à toute vitesse. Au sud, un nouveau pouvoir s'élève, l'islam. En moins d'un siècle, les armées arabes ont conquis un territoire immense. De l'Indus jusqu'à l'Atlantique. L'Afrique du Nord tombe, puis l'Espagne wisigoth en 1711. En face, l'Europe chrétienne paraît faible, divisée, incapable de résister. Les Francs, eux, doivent faire face à tout. Aux raids des Frisons, au nord, aux Saxons et aux Bavarois à l'est, et aux nobles révoltés de Neustrie à l'ouest. Le royaume n'est plus qu'une confédération fragile de seigneurs, de monastères et de champs brûlés. Pour survivre, les élites cherchent des protecteurs capables de les défendre, de lever des troupes, d'assurer la paix. Ce sont donc les maires du palais, comme Pépin de Herstal, qui prennent le relais. Et c'est au sein de cette tension entre tradition royale et pouvoir officieux que va s'élever Charles Martel. Mais rien ne le prédestinait à régner, car Charles n'est pas un héritier légitime. Il n'est que le fils illégitime de Pépin de Herstal et de sa seconde compagne, Alpaïde. Sa naissance le place aux marges du pouvoir. Ni noble de plein droit, ni simple roturier, dans un monde où le sang et la lignée décident du destin des hommes. Cela fait de lui un paria. Et pourtant, ce bâtard sans titre va devenir le plus puissant de France. Non pas grâce à son nom, mais grâce à une vision, celle d'un royaume uni, fort et discipliné.
Avant de brandir l'épée, avant même d'être appelé Martel, Charles devra survivre à la trahison, à la prison et à la guerre civile. Le monde dans lequel il entre n'a plus de repères. Et c'est justement ce chaos qui lui offrira sa chance. Charles naît vers l'an 688, au cœur de l'Austrasie, cette région franque du nord-est du royaume. Son père, Pépin de Herstal, est l'homme le plus puissant du royaume, maire du palais, chef de guerre, véritable maître des Francs. Mais Charles n'est pas né du mariage de Pépin. Sa mère, Alpaïde, est une concubine, une femme noble, mais sans légitimité. Et dans une époque où le pouvoir s'hérite par le sang et la bénédiction divine, cette tâche est une condamnation. Le jeune Charles grandit donc à l'ombre du palais, entre les murmures et les regards méprisants. Pour beaucoup, il n'est qu'un bâtard, un enfant de trop. Mais Pépin de Herstal lui reconnaît en lui un héritier naturel, vif, déterminé et déjà farouche. L'enfant apprend très tôt les arts de la guerre, la chasse, l'équitation, le maniement des armes. Il fréquente les guerriers, les vétérans, les chefs francs. Son monde, c'est celui des batailles, des serments et de la poussière, pas celui des couronnes. Mais le destin va frapper en 714. Pépin de Herstal meurt, laissant un royaume immense, mais instable. Deux camps se forment aussitôt. D'un côté, la légitime Plectrude, épouse de Pépin, qui veut assurer la succession de son petit-fils, Théodoald. De l'autre, les partisans de Charles, le fils illégitime, jugé dangereux mais populaire auprès des guerriers austrasiens. Plectrude va frapper la première. Elle fait emprisonner Charles à Cologne, le privant de toute possibilité d'agir. Le bâtard est désormais un prisonnier politique, enfermé derrière les murs d'une cité qui se déchire. Pendant 2 ans, Charles reste dans l'obscurité. Dehors, le royaume s'enfonce dans le chaos. Les Neustriens se révoltent. Les Frisons pillent le nord. Les nobles austrasiens, livrés à eux-mêmes, cherchent un chef. Et dans cette confusion, un nom revient sans cesse, celui de Charles. En 716, Charles s'évade de sa prison. Les chroniques ne disent pas comment. Certains parlent de complicité, d'autres d'une fuite miraculeuse. Mais une chose est sûre, il revient. Et il revient, armé. Les guerriers austrasiens le rejoignent, attirés par sa réputation et sa légitimité de chef de guerre. Charles, le prisonnier, devient Charles, le chef. Et son premier acte sera une vengeance. En mars 1716, il affronte ses ennemis à Amblève, en Belgique actuelle. Les Neustriens, alliés aux Frisons, croient l'avoir piégé. Mais Charles les trompe. Il feint la retraite, puis revient sur eux par surprise. C'est une victoire totale. Son premier coup de marteau. Cette victoire, qui est modeste en apparence, change tout. Elle montre qu'un nouvel homme fort est né. Il a compris une chose essentielle. Le pouvoir ne s'hérite pas. Il se prend. Mais la route est longue. La Neustrie, riche et rebelle, ne cède pas. Les Saxons menacent à l'est. Les ducs s'agitent au sud. Et Charles est à la tête d'une armée qui doit financer seul. Et doit encore prouver qu'il est capable de tenir le royaume entier. Ce n'est plus le bâtard qu'on raille dans les couloirs du palais. C'est un chef qui inspire la crainte et le respect. Il n'a ni couronne, ni bénédiction royale, mais il a l'épée, le courage et la loyauté des soldats. Bientôt, le royaume des Francs tout entier se dresse contre lui. Et Charles devra choisir, se soumettre au trône ou devenir lui-même le pouvoir. Nous sommes en 717 et la guerre civile déchire les royaumes des Francs. D'un côté, les Neustriens, fiers, puissants, héritiers de la vieille aristocratie du Nord-Ouest. De l'autre, les Austrasiens, rudes guerriers de l'Est, fidèles de Charles Martel. Deux moitiés d'un même peuple, prêtes à s'entretuer. À leur tête, Charles Martel, jeune encore mais déjà impitoyable. Face à lui, Ragenfred, maire du palais de Neustrie et de Chilpéric II, roi mérovingien fantoche. La bataille a lieu à Vinchy, en mars 717. Les Neustriens sont nombreux, mais désorganisés. Charles, lui, a appris à se battre autrement, en stratège. Il feint la retraite, regroupe ses troupes, frappe le flanc ennemi, et en une journée, il brise l'armée adverse. Les Neustriens fuient. Chilpéric II abandonne sa couronne. Et Charles entre victorieux dans Paris. Et il ne prend pas le trône. Non, à la place, il en met un autre. Clotaire IV, roi des Mérovingiens,
choisi par lui, simple marionnette, sous son autorité. Charles Martel n'a pas besoin d'être roi. Il a compris qu'il vaut mieux tenir la couronne que de la porter. Cette victoire marque le début d'une transformation. Le bâtard sans titre devient l'homme le plus puissant du royaume. Et son pouvoir repose sur les 3 piliers, la guerre, la fidélité et la foi. Dès 718, Charles mène campagne après campagne. Les Frisons au nord, les Saxons à l'est et les Aquitains au sud. Aucun ne lui échappe. Son armée, mobile et disciplinée, devient la plus redoutable d'Occident. Mais pour la nourrir, pour la payer, il doit trouver une ressource nouvelle. Alors, Charles brise un tabou. Il confisque les terres de l'Église pour les offrir à ses guerriers. Des récompenses militaires en échange du service armé. C'est le germe du futur système féodal. Cette décision choque les ecclésiastiques, mais Charles s'en moque. Il n'agit pas contre la foi, mais pour la survie du royaume. Et ses soldats le savent. Désormais, leur fidélité ne dépend plus d'un roi, mais de lui. C'est dans ces années-là qu'il gagne son surnom, Martel, le marteau. Non pas pour son arme, mais pour sa manière de frapper sans relâche, de battre ses ennemis jusqu'à ce qu'ils plient, comme les forgerons façonnent le fer. Mais Charles n'est pas qu'un chef de guerre. C'est un politique redoutable. Il sait qu'un royaume se gouverne autant par les épées que par les alliances. Il rallie les nobles hésitants, récompense la loyauté et punit la trahison. Les ducs rebelles de Bavière et d'Aquitaine apprennent vite à le craindre. Partout où il passe, il laisse des garnisons, des intendants, des fidèles. En 10 ans, il tisse un réseau de fidélité personnelle, un royaume parallèle où son autorité surpasse celle du royaume mérovingien. En 719, à la mort de Clotaire IV, Charles rétablit Chilpéric II, le même roi qu'il avait vaincu. Mais cette fois, c'est lui qui dicte les conditions. Et quand Chilpéric meurt 2 ans plus tard, Charles ne nomme plus personne. Il gouverne seul, comme s'il était roi. Pour légitimer son pouvoir, Charles s'allie à l'Église. Il protège les monastères, finance les constructions d'églises fortifiées et soutient les missions chrétiennes en Germanie, menées par Saint Boniface. Mais cette alliance n'est pas qu'une question de foi, c'est une stratégie. L'Église voit en lui un protecteur capable d'assurer la stabilité du royaume. Et lui y voit un instrument d'unification morale. Sous Charles Martel, les Francs ne sont plus seulement un peuple de guerriers. Il devient un peuple chrétien, discipliné et conquérant. Entre 720 et 732, Charles mène campagne sur campagne. Il repousse les Frisons, soumet les Neustries, pacifie la Bourgogne, puis se retourne vers le sud. Là, une nouvelle menace grandit, les armées musulmanes. Partis d'Espagne, ils franchissent les Pyrénées et ravagent la Septimanie. Les cités tombent les unes après les autres. Les ducs locaux appellent Charles à l'aide. Mais avant de devenir le héros de Poitiers, il doit d'abord consolider le royaume. Il ne se précipite pas. Il prépare son armée, renforce ses alliances et attend le bon moment pour frapper. C'est cette patience stratégique qui fera de lui non pas un simple chef de guerre, mais un fondateur d'empire. Il n'a pas de couronne, pas de sceptre, mais il détient ce que les rois ont perdu, la loyauté des hommes, la maîtrise des armes et la vision d'un destin commun. À la fin des années 1720, Charles Martel règne sur toute la royauté franc, sans jamais s'être fait roi. Et pourtant, même ses ennemis parlent de lui comme d'un souverain. Dans les campagnes, on dit que le marteau gouverne mieux que la couronne. Mais bientôt, une épreuve nouvelle va le faire rentrer dans la légende. Une bataille que les siècles retiendront comme le tournant de l'histoire. L'affrontement du Nord et du Sud, de la Croix et du Croissant. La bataille de Poitiers, octobre de l'an 732. Sur les plaines entre Poitiers et Tours, 2 mondes font face. Au sud, venus d'Al-Andalouse, les cavaliers du gouverneur Abd el-Rahman al-Rafiki. Victorieux à Narbonne et Bordeaux. Au nord, les Francs de Charles Martel, l'homme qui gouverne sans couronne, à la tête d'une armée d'infanterie paysanne. Depuis 20 ans, les Omeyyades, maîtres de Damas, étendent leur empire à une vitesse fulgurante. Après avoir conquis l'Afrique du Nord, ils ont franchi les Pyrénées en 711, écrasant le royaume wisigoth d'Espagne. Leur avance est irrésistible. En 732, ils pillent Bordeaux, brûlent les abbés d'Aquitaine et remontent vers le cœur du royaume franc.
Mais cette expédition n'est pas une invasion au sens moderne du terme. Les historiens le rappellent, il s'agit plutôt d'un raid de grande ampleur. Une opération militaire autant qu'économique, destinée à s'emparer des richesses et du prestige du Nord. Pour Charles Martel, c'est une menace directe, mais aussi une opportunité politique. En se présentant comme le défenseur de la chrétienté, il renforce sa légitimité. Les deux armées se croisent quelque part entre Poitiers et Tours, dans une plaine bordée de forêts, aujourd'hui encore difficile à situer avec certitude. Les sources médiévales parlent d'un lieu non loin de la basilique de Saint-Martin, mais les historiens modernes hésitent. Moussey-la-Bataille, Vouneuil, personne ne sait vraiment. Charles choisit le terrain, une position défensive surélevée, protégée par les arbres et des collines. Ces hommes, environ 20 à 30 000 fantassins, forment un mur compact, un mur de boucliers. En face, 40 à 50 000 cavaliers andalouses, rapides, expérimentés, confiants. Pendant 7 jours, les deux camps se font face. Les cavaliers musulmans pillent les environs, espérant forcer Charles à descendre de la plaine. Mais il reste immobile, discipliné. Puis, le 7e jour, les Andalouses chargent. Le choc est terrible. Les vagues de cavaliers se brisent sur la muraille franque. Les fantassins tiennent serré, bouclier contre bouclier. La mêlée dure des heures. À la tombée du jour, Abd al-Rahman est tué dans la confusion. Privé de chef, l'armée musulmane se retire dans la nuit. Le lendemain, Charles Martel découvre le camp ennemi abandonné, rempli de richesses. Mais fidèle à sa prudence, il ne poursuit pas. Il craint un piège. La victoire est acquise, mais discrète. La bataille de Poitiers restera gravée dans la mémoire. Les chroniqueurs chrétiens verront un miracle, une défense divine contre l'envahisseur sarrasin. Mais les sources musulmanes, elles, n'y voient qu'un revers local. Une expédition interrompue pour l'Europe. Pourtant, c'est le début d'un mythe, celui de l'homme qui a sauvé la chrétienté. Les historiens modernes nuancent. Il y a également une prise de parti politique. Charles Martel, si tu voyais la cause qu'ils s'en ont fait. Charles Martel, tu dirais la France au front. Poitiers n'a pas arrêté l'islam en Europe. Mais cette victoire a consolidé le pouvoir de Charles Martel, légitimant son rôle de protecteur du royaume et de champion de la foi. Après la bataille, Charles renforce son contrôle sur le sud. Il repousse les raids suivants, sécurise la frontière pyrénéenne et assoit son autorité sur toute la Gaule. Il n'a toujours pas de couronne, mais plus personne ne doute de son pouvoir. Les siècles suivants transformeront Poitiers en légende. Les moines la peindront comme la victoire du christianisme sur l'islam. Les chroniqueurs médiévaux y verront le prélude à l'empire carolingien. Et les politiciens modernes en feront un symbole identitaire. Mais l'homme, lui, reste d'une autre nature. Charles Martel n'était pas un croisé. C'était un pragmatique, un stratège, un chef qui se battait d'abord pour l'ordre, le pouvoir et la survie de son peuple. Ce jour d'octobre 732 ne fut peut-être pas le choc des civilisations dont on parle souvent, mais il fut bien le choc d'un destin, celui de Charles, le roi sans couronne, qui frappa l'histoire d'un seul coup de marteau. Après Poitiers, Charles Martel n'est plus seulement un chef de guerre, il devient l'homme le plus fort du royaume franc, un royaume sans roi, ou presque. La royauté mérovingienne n'est plus qu'un souvenir lointain. Et un seul nom inspire la crainte et le respect. Charles Martel comprend vite que la victoire de Poitiers ne suffira pas. Pour durer, il faut bâtir un pouvoir centralisé, solide et respecté. Et pour cela, il faut frapper 2 coups, sur le fer et sur la foi. Charles entreprend une réorganisation militaire sans précédent. Il sait que son armée de fantassins paysans ne suffira plus à protéger le royaume. Alors il impose une réforme brutale, mais efficace. Il confisque les terres de l'Église pour les donner à ses guerriers. En échange, ces hommes doivent entretenir chevaux, armes et troupes. Ainsi naît la cavalerie franque, et avec elle, les premiers fondements du système féodal. L'Église crie au scandale. Les moines de Saint-Denis le traitent de pillard. Certains chroniqueurs le qualifient même de sacrilège. Mais Charles ne cède pas. Il ne combat pas Dieu. Il reconstruit son royaume. Et paradoxalement, ce sont les papes eux-mêmes
qui quelques années plus tard reconnaîtront la sagesse de ce roi sans couronne. Car sans lui, la chrétienté d'Occident aurait sombré dans le chaos. Entre 734 et 741, Charles Martel n'a presque pas un instant de paix. Il mène campagne sur campagne, contre les Frisons au nord, contre les Saxons à l'est, contre l'Aquitaine au sud et contre les Arabes restés à Septimanie. Partout, il impose sa loi. Ses victoires assurent l'unité du royaume, mais son autorité repose moins sur la peur que sur l'efficacité. Là où les Mérovingiens étaient des rois de sang, Charles Martel est un roi de fait. Un roi forgé dans la guerre et la discipline. En 739, une ambassade du pape Grégoire III traverse les Alpes. Les Lombardes menacent Rome. Et le pape appelle Charles Martel à l'aide. C'est un moment clé. Le successeur de Saint-Pierre, en danger, qui se tourne non pas vers l'empereur byzantin, mais vers le chef franc. Un signe fort, presque prophétique. Rome reconnaît désormais la puissance du maire du palais. Charles refuse d'intervenir militairement, mais il envoie des émissaires et promet son soutien. L'alliance spirituelle est scellée. Elle préparera, une génération plus tard, le couronnement de Charlemagne par le pape Léon III. Sans le savoir, Charles Martel vient de poser la première pierre de l'alliance millénaire entre l'Église et le pouvoir franc. Le marteau et la croix viennent de se rejoindre. En 741, après 25 ans de guerre, Charles Martel s'éteint, dans sa demeure de Quierzy-sur-Oise. Son corps est inhumé à Saint-Denis, auprès des rois mérovingiens, qu'il a remplacés, sans jamais les détrôner. À sa mort, il partage son royaume entre ses deux fils, Carloman, le pieux et le sévère, et Pépin, le plus ambitieux, celui qu'on appellera bientôt Pépin le Bref. Charles Martel n'aura jamais porté de couronne, mais il aura bâti les fondations de tout ce qui suivra, le pouvoir carolingien, le renouveau chrétien et l'Europe médiévale. Son petit-fils, Charlemagne, fera briller l'Empire, mais sans le marteau. Charles Martel fut plus qu'un guerrier. Il fut un architecte, un homme de transition entre l'Antiquité finissante et le Moyen-Âge naissant. Et si l'histoire ne lui donnera jamais de couronne, c'est qu'il avait déjà ce que les rois rêvent d'obtenir, le pouvoir, la loyauté et la mémoire des siècles. Il y a des rois qu'on couronne et d'autres qu'on forge. Charles Martel n'a jamais porté d'or sur sa tête, mais son nom résonne encore dans la pierre, dans les églises qu'il a protégées et dans les royaumes qu'il a unis par la force et la foi. Et si l'histoire est une forge, alors Charles Martel en fut le marteau. Non celui qui brise, mais celui qui façonne, car certains rois règnent par le sang et d'autres par la mémoire.